Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'enregistrement audio des débats du CSE. Ce sera dans quelques instants avec Marion Kahn, associée au sein du cabinet Defilis. On parlera ensuite droit de préemption dans le cadre de beaux commerciaux avec Louise Duvernois, associée chez Veillejourde. Et enfin, on parlera critique d'une marque par un influenceur avec Sacha Bétache, collaboratrice senior au sein du cabinet Bird Bird. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Lex Inside. On commence tout de suite l'émission et on va parler de l'enregistrement audio des réunions du CSE avec mon invité, Marion Kahn, associée au sein du cabinet Defilis. Marion Kahn, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour cette invitation. Nous allons nous intéresser aux droits et obligations en matière d'enregistrement audio des réunions du CSE. Pour commencer, quelles sont les règles en matière d'enregistrement audio des réunions du CSE ? Alors, ces règles, elles ont été codifiées par les ordonnances Macron. Donc, elles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et on les trouve dans le Code du travail sous les articles L 2315-34 et surtout D 2315-27 du Code du travail qui prévoit effectivement la faculté de pouvoir enregistrer les débats du CSE. Quels sont les apports des ordonnances Macron ? Alors, avant les ordonnances Macron, ça n'était pas prévu par la loi. Il y avait un vide juridique à cet égard. Et donc, par conséquent, c'était la jurisprudence qui codifiait, enfin, qui régissait l'enregistrement des débats du CSE. Et ce qu'on peut dire en résumé, c'est que en réalité, il fallait une certaine unanimité entre à la fois la délégation du personnel et les membres du CSE. L'intérêt donc des ordonnances Macron, c'est qu'elle est venue fixer par la loi cette possibilité de pouvoir enregistrer les débats du CSE. Alors, je vous précise également que c'est une possibilité qui est limitée pour les entreprises de plus de 50 salariés. D'accord. Voilà. Il y a une partie de la doctrine qui conteste un petit peu ce débat, mais en réalité, ça fait sens puisque dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas de PV de CSE qui sont rédigés. Donc, simplement un registre avec les questions du CSE et les réponses de l'employeur qui peut être consulté par tous les salariés. Néanmoins, on peut rédiger quand même des PV dans ces petites entreprises ? Alors, c'est toujours une possibilité. Et effectivement, dans certains cas, parce que les CSE de moins de 50 salariés n'ont pas d'attribution économique et sociale, sauf dans certains cas. Et donc, effectivement, dans certains cas, ça peut être intéressant, par exemple, quand on consulte le CSE sur une inaptitude, de rédiger un PV pour bien garder la trace, effectivement, des débats et démontrer qu'on a rempli ses obligations en tant qu'employeur. Alors, on va aller un peu plus loin. Quel est le but de ces enregistrements audio ? Alors, le but de ces enregistrements audio, ils sont en réalité liés à la rédaction du PV du CSE. Le procès-verbal du CSE, il doit être rédigé par le secrétaire du CSE, c'est lui qui est responsable de la rédaction du PV. D'accord. Et ces enregistrements audio, ou le recours à la sténographie, qui est aussi prévu par le Code du travail, sont là pour lui apporter une aide. C'est surtout vrai dans les très grands CSE, vous pouvez avoir des réunions qui sont effectivement très denses, avec énormément de sujets qui sont abordés. Et donc, si vous passez votre temps, en fait, le secrétaire, s'il passe son temps à prendre des notes, c'est un peu fastidieux. Voilà, c'est fastidieux. Puis en plus, il ne peut plus participer forcément très utilement au débat, d'où l'intérêt de l'enregistrement des réunions. Sachant que le PV, alors là, il y a différentes écoles, parce qu'il n'y a pas de règles. Ça peut être soit une synthèse des débats, c'est souvent le cas. Soit ça peut être effectivement quelque chose d'exhaustif. On va avoir carrément des vraies minutes de PV de CSE. Mais la lecture en est souvent quand même un petit peu compliquée. Et comme le PV peut être affiché,
ensuite dans l'entreprise, une fois qu'il aura été approuvé. Il vaut mieux en qu'il général, soit on préfère une version synthétique de 3-4 pages, c'est ça, un peu le format? Exactement. Ça dépend, une fois encore, de tout ce qui va être à l'ordre du jour. Vous avez des réunions de CSE qui peuvent être assez courtes, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sujets à aborder. Et puis, vous pouvez avoir des PV de CSE qui sont très denses. Par exemple, justement, quand vous avez une restructuration, des réunions relatives à un plan social, forcément, vous allez avoir beaucoup plus de contenu. Alors, comment ça se passe l'enregistrement audio? Est-ce qu'on doit séquencer l'enregistrement? Alors, à partir du moment où il a été décidé d'enregistrer les séances du CSE, l'employeur ne peut pas s'y opposer. La seule limite et le seul cas dans lequel il peut s'opposer à l'enregistrement des réunions du CSE, c'est lorsqu'il partage avec le CSE des informations qui sont confidentielles. Effectivement, un employeur peut être amené à partager des informations, par exemple financières, avec les membres du CSE. Et évidemment, on n'a pas envie que ça devienne public et que notamment la concurrence y est taxée. Donc dans ce cas-là, effectivement, l'enregistrement doit s'arrêter. C'est d'ailleurs contesté par une partie de la doctrine. Pourquoi ? Alors parce qu'en réalité, dans le PV du CSE, tout doit être inscrit, tout doit apparaître, l'intégralité des débats, y compris les informations confidentielles, sachant que quand effectivement il y a eu une présentation d'informations confidentielles, comme je vous l'ai expliqué, à la fin on peut afficher le PV. À ce moment-là, on affiche une version expurgée du PV dans laquelle on a supprimé toutes les informations confidentielles. Donc certains auteurs disent, mais pour que le secrétaire du CSE puisse utilement retranscrire dans le PV tout ce qui s'est dit lors de la séance, même les informations confidentielles devraient être enregistrées. Mais ce n'est pas ce que dit la loi. La loi précise bien. On va s'intéresser aussi au coût de ces enregistrements. Qui supporte le coût de l'enregistrement? Est-ce que c'est l'employeur? C'est le CSE sur le budget Alors ça dépend. Parce que ce que nous dit l'article D2315-27 du Code du travail, c'est que c'est l'employeur ou la délégation du personnel qui peuvent décider d'enregistrer les séances du CSE. D'accord. Alors, si c'est l'employeur qui décide, là le code est très clair, c'est à l'employeur de supporter le coût. Si c'est la délégation du personnel, en principe, c'est à elle de supporter le coût sur son budget de fonctionnement. Mais après, c'est à défaut de meilleur accord. Et on peut très bien avoir justement, par exemple, dans le règlement intérieur du CSE, un accord sur l'enregistrement des séances du CSE, et à ce moment-là, par exemple, un engagement de l'employeur de prendre en charge soit une partie, soit la totalité du coût de ces enregistrements ou du recours à un sténographe. Vous évoquez le règlement intérieur du CSE. Quelles précautions à prendre sur ces questions d'enregistrement des débats ? Alors, il faut être assez précis dans cette rédaction, parce que ça permet d'éviter les litiges ultérieurement. Bien sûr. Parce que, comme je vous le disais, le but de l'enregistrement, normalement, c'est simplement d'aider le secrétaire du CSE à rédiger son PV une fois que la séance est terminée. Mais il peut y avoir, dans certains cas, qui heureusement restent assez exceptionnels, mais vous pouvez avoir des CSE dans lesquels la situation est extrêmement tendue entre l'employeur et certains syndicats ou les salariés. Et il peut y avoir une tentation de recourir à ces enregistrements aussi comme moyen de preuve, notamment parce qu'il peut arriver qu'il y ait vraiment des débordements verbaux, des insultes qui soient échangées. Et effectivement, alors déjà, l'enregistrement, le fait de savoir qu'on est enregistré, ça peut effectivement peut-être aussi amener les gens à être un petit peu plus prudents dans leur expression. Ce qui est là aussi parfois critiqué par certains auteurs en disant, ou certains syndicats. On n'a pas une pleine liberté d'expression, voilà, on va dire. J'ai plus ma pleine liberté d'expression parce que je suis enregistrée, donc je sais que je suis obligée de me contraindre. Et donc la tentation, ça peut aussi être d'utiliser ces enregistrements comme moyen de preuve. Alors il faut faire attention parce qu'évidemment c'est du traitement des données, donc il faut prévoir la durée, ce qui va advenir de ces enregistrements, combien de temps on va les conserver, généralement le temps d'établir le PV et ensuite de l'approuver lors de la réunion suivante.
qui va pouvoir accéder à ces enregistrements. Et alors, il n'y a pas énormément de jurisprudence en la matière, parce que heureusement, dans la plupart des cas, les choses se passent de manière... Il n'y a pas beaucoup de contentieux, voilà. Mais que dit la jurisprudence en général ? Alors, on n'a pas d'arrêt de Cour de cassation pour le moment, mais on a un arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui est assez récent, puisqu'il date du 2 octobre dernier. D'accord. Et l'employeur... Alors, il y a tout un débat, effectivement, entre les membres du CSE et l'employeur sur l'accès à ces enregistrements. Le règlement intérieur prévoit que les enregistrements sont remis au secrétaire du CSE et qu'il ne peut pas en remettre de copie ni à un autre membre du CSE ni à un tiers. D'accord. Ce qui fait qu'il ne peut pas les remettre non plus à l'employeur. Et donc l'employeur ne peut pas y accéder. Or l'employeur souhaitait y accéder puisqu'il y avait des échanges, semble-t-il, des insultes, semble-t-il, qui avaient été échangées lors de la réunion. La Cour d'appel a notamment dit qu'à partir du moment où c'était prévu dans le règlement intérieur, l'employeur ne pouvait pas, de son côté, lui procéder à son propre enregistrement, puisque là, effectivement, on n'a plus d'assurance du respect du traitement des données. On va conclure là-dessus. Merci Marion Kahn d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Defilis. Merci beaucoup. Tout de suite, on continue l'émission. On va parler du droit de préemption en matière de baux commerciaux. On poursuit l'émission, on va parler du droit de préemption dans le cadre de la loi Pinel en matière de baux commerciaux avec mon invitée Louise Duvernois, associée chez Veillejourde. Louise Duvernois, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons voir ensemble les conditions du droit de préemption de la loi Pinel en matière de baux commerciaux. Tout d'abord, qu'est-ce que le droit de préemption prévu par la loi Pinel en matière de baux commerciaux ? Donc c'est un droit de préemption dont va bénéficier le locataire d'un bail commercial dans certaines conditions. Ce droit de préemption a été instauré par la loi Pinel il y a une dizaine d'années. Donc que prévoit ce texte ? L'obligation pour le propriétaire d'un local à usage commercial ou à usage artisanal, lorsqu'il envisage de vendre ce local, de notifier au locataire le prix et les conditions de la vente projetée. Et ça vaut offre de vente au profit du locataire. Et le locataire a alors 1 mois pour se prononcer. Et s'il accepte, à ce moment-là, la vente doit se réaliser dans un délai entre 2 et 4 mois si le locataire a recours à l'emprunt bancaire. Donc c'est un dispositif qui est lourd et qui peut impacter de manière significative les délais d'une transaction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de cassation a reconnu le caractère d'ordre public de ce droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger contractuellement. Et la sanction attachée à ce droit est lourde, puisque toute vente conclue en violation de ce droit est entachée de nullité. Et pour que ce droit s'applique, il faut que la vente porte sur un local à usage commercial ou à usage artisanal, et ce critère suscite quelques interrogations. D'accord. Bon, on a bien vu les contours du droit de préemption, sa définition, les sanctions. Est-ce que le droit de préemption prévu par la loi Pinel s'applique aux locaux de bureaux et aux entrepôts ? Alors justement, Arnaud, c'est un point qui, en l'état du droit actuel, n'est pas tranché avec certitude. D'accord. Pourquoi ? Parce que la loi ne définit pas ce qu'est un local à usage commercial ou à usage artisanal. Ensuite, la doctrine est assez divisée sur le sujet, que ce soit pour les locaux de bureaux ou les entrepôts. Vous avez une partie de la doctrine qui va considérer qu'il convient d'exclure systématiquement les bureaux et les entrepôts du champ d'application du droit de préemption Pinel. D'accord. Une autre partie de la doctrine qui, au contraire, va considérer à partir du moment où les bureaux et les entrepôts sont loués dans le cadre d'un bail commercial, on va devoir appliquer ce droit de préemption. Et vous allez avoir une dernière partie de la doctrine qui, elle, va être plus mesurée, plus nuancée. Par exemple, en matière de bureaux, selon cette partie de la doctrine, on va devoir distinguer si des actes de commerce sont accomplis à l'intérieur des locaux et est-ce qu'on se trouve dans un local où une clientèle est accueillie, type, vous savez, les bureaux boutiques, agences bancaires, agences immobilières qu'on retrouve en pied d'immeuble, et c'est uniquement dans ce cas-là, pour cette partie de la doctrine, qu'on doit appliquer le droit de préemption Pinel. Et vous avez eu une réponse ministérielle en avril 2021 qui, elle, a indiqué qu'il convenait de ne pas appliquer le droit de préemption Pinel aux bureaux et aux entrepôts. Et cette réponse ministérielle était en ligne avec la pratique majoritaire à l'époque. Et au niveau de la jurisprudence, on n'a pas tellement de jurisprudence en matière d'entrepôt. En matière de bureau, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le sujet. Mais on a 2 arrêts de cour d'appel en 2021 et 2022
qui ont été rendus par la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Rennes et qui ont reconnu au locataire commercial de bureau un droit de préemption. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce locataire, Arnaud, exerçait dans ses locaux une activité commerciale. C'était une activité d'administration de biens. Donc, ces arrêts ont entraîné une confusion sur le marché parce que certains y ont vu l'affirmation selon laquelle il fallait purger le droit de préemption Pinel en matière de bureau, et d'autres ont considéré qu'il ne fallait pas donner une portée aussi large à ces arrêts, parce que ces arrêts finalement avaient été rendus dans ce sens-là parce que le locataire exerçait une activité d'administration de biens. Donc on était précisément, selon eux, dans le cas d'un bureau-boutique, et c'est pour ça que ça avait été statué en ce sens. Quelles sont les conséquences pratiques, du coup? Alors, les conséquences pratiques, comme je vous l'ai dit, la sanction est assez lourde. C'est la nullité de la vente. Donc, compte tenu des incertitudes qui pèsent en la matière, on assiste de plus en plus à ce qu'on appelle des notifications par prudence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le cadre d'une transaction, dans le doute, on va préférer notifier au locataire les conditions et le prix de la vente pour lui proposer d'exercer son droit de préemption, alors même qu'il n'est pas certain qu'il en bénéficie. D'accord, mais on préfère agir avec prudence du coup et plutôt prévenir que guérir, comme on dit. C'est un peu la situation à laquelle on se retrouve aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, dans le cadre d'une transaction, il y a un dialogue qui va être instauré entre un vendeur, un acquéreur et les conseils respectifs des parties pour savoir si oui ou non il convient de purger le droit. Et en fonction de là ou du côté dans lequel on se place, si on se place du côté du vendeur ou du côté de l'acquéreur, les impacts ne sont pas les mêmes. Vous voyez, quand on est côté du vendeur, on peut se dire qu'il a tout intérêt à purger de manière prudente le droit de préemption parce qu'il évite ainsi une nullité de la vente. Et puis si le locataire accepte, tant mieux, son bien sera vendu. Alors que quand on se place du côté de l'acquéreur, c'est un peu différent. Parce que l'acquéreur risque de se retrouver évincé d'une transaction pour laquelle il a bien souvent engagé des frais. Alors le projet de loi simplification de la vie économique entend clarifier cette situation. Quelles sont les clarifications apportées par ce projet de loi? Alors ce projet de loi qui a été adopté par le Sénat en octobre dernier et qui doit encore faire l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale, prend justement soin de définir ce qu'il faut entendre par local à usage commercial et local à usage artisanal. Donc, selon ce projet de loi, un local à usage commercial, c'est un local qui est aménagé à titre principal pour la réception de la clientèle et en vue de la réalisation sur place d'actes de vente ou de prestations de services. Et un local à usage artisanal, ce serait un local aménagé à titre principal pour la réalisation sur place d'actes de production, de transformation et ainsi que pour la vente résultant de ces activités et dans laquelle la clientèle serait reçue à titre habituel. D'accord. Ainsi, ce projet de loi, s'il était adopté en l'état, il permettrait d'exclure la plupart des entrepôts et des bureaux du champ d'application du droit de préemption Pinel, parce qu'effectivement, les bureaux classiques type administration ainsi que les entrepôts de stockage, par exemple, n'ont pas pour fonction principale d'accueillir de la clientèle ou de réaliser sur place des prestations d'actes de vente ou de production. D'accord. En définitive, quel est l'impact attendu par cette clarification? L'impact attendu, c'est évidemment d'exclure, comme je l'ai dit, la plupart des entrepôts et des bureaux du champ d'application du droit de préemption Pinel, éviter du coup la multiplication des notifications par prudence, harmoniser les pratiques en la matière et apporter une meilleure sécurité juridique aux opérations immobilières portant sur ces actifs. Et pour vous, c'est une bonne chose? Oui, c'est une très bonne chose. Merci pour cet éclairage. Louise Duvernois, je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Veillejourde. Tout de suite, l'émission continue. On va parler critique d'une marque par un influenceur. On poursuit l'émission, on va parler critique d'une marque par un influenceur avec mon invité Sacha Bétage, collaboratrice senior au sein du cabinet Bird & Bird. Sacha Bétage, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va voir ensemble qu'un influenceur parfois peut se laisser aller à certaines critiques et il est suivi par des millions d'abonnés, donc ça peut avoir des répercussions importantes sur les marques et on va voir de quelle manière sa responsabilité peut être engagée. Pour commencer, quelles sont les conditions pour qu'une critique d'un influenceur envers une marque ne soit pas considérée comme une diffamation? Oui, alors aujourd'hui, il y a 49%
des personnes, des consommateurs qui se disent influencés par les réseaux sociaux lorsqu'elles ont un comportement d'achat, en ligne principalement. C'est intéressant parce que ça veut dire que toute notre économie repose aujourd'hui, en tout cas une grosse partie, sur le rôle qu'ont les influenceurs dans la société. Ils ont un rôle marketing, ils ont un rôle d'information et les marques l'ont bien compris puisqu'elles font appel aux influenceurs pour effectuer leur promotion. Aujourd'hui, en grande partie, le marketing d'influence est devenu un canal très important de communication pour les marques. Souvent, ces marques, lorsqu'elles font appel aux influenceurs, elles font appel à des partenariats, elles utilisent des partenariats et donc passent par le biais de contrats de partenariat, ce qui est bien pratique puisqu'on encadre bien la relation avec l'influenceur. On a d'autres cas, deux autres. On a le cas du gifting, qui est celui où un influenceur se voit offrir des cadeaux par une marque, et là qui est moins encadré puisque l'influenceur est libre de dire ce qu'il veut sur le produit ou de ne rien dire. Et on a un troisième cas où un influenceur peut prendre la parole librement sur une marque, un produit pour lequel on ne lui a rien demandé. Et c'est ces deux cas qui sont assez difficiles à appréhender pour les marques, puisque la dérive peut arriver assez rapidement. On a certes un principe de base qui est la liberté d'expression, mais il est possible parfois que les influenceurs la dépassent et qu'on arrive dans une critique qui relève soit de la diffamation, soit du dénigrement. La diffamation, c'est assez simple, c'est lorsqu'un propos porte atteinte à l'honneur d'une marque, à une réputation. Cette diffamation ne va pas être caractérisée lorsqu'elle repose sur des faits qui ont été vérifiés. Pour ça, il faut la réunion de 4 éléments. Il faut un but légitime, il faut l'absence d'une intention de nuire de la part de l'influenceur, il faut une enquête qui soit vérifiée et il faut une modération dans les propos. Et le dénigrement, c'est un peu la même chose. Ça va reposer sur les propos qui portent un discrédit sur l'image de la marque. Et là, on ne peut pas se reposer sur l'exception de vérité, contrairement à la diffamation. En revanche, ce qui va être regardé, c'est si les propos ont un intérêt général pour le public. Et là, on peut échapper à la qualification de dénigrement, ou si on tombe dans l'exception de parodie. Et là, avec l'humour. Alors, entrons un peu plus dans le vif du sujet. On a vu le cadre juridique pour la diffamation. Quelles sont les précautions à prendre pour une marque pour éviter justement dans ces cas de dénigrement, essayer d'encadrer autant que faire se peut la collaboration avec les influenceurs ? Bien sûr, alors on a des précautions qu'on peut prendre en amont, ce sont des précautions qui sont marketing. Donc on va faire appel à des agences d'influence pour vérifier les influenceurs en question auxquels on fait appel. On va vérifier leur valeur, leur audience et on va aussi vérifier leurs précédents posts, publications, pour voir si ils n'ont pas potentiellement dit du mal des concurrents ou s'ils correspondent bien à l'éthique de la marque. On a évidemment des outils juridiques qui sont très importants à mettre en place. Il faut rédiger des contrats. Depuis la loi influenceur de juin 2023, la loi préconise et même oblige à partir de certains montants de contractualiser avec un influenceur. Les seuils n'ont pas encore été publiés par décret, mais on le conseille fortement à tous nos clients. Il faut rédiger des contrats avec les influenceurs. Pourquoi ? Parce qu'on encadre comme ça, avec des clauses dans le contrat, les dérives. Exemple, nous mettons des clauses de respect de l'image, de non-dénigrement, non-discrimination, respect de la marque, en réalité, confidentialité, ce qui est très utile pour les marques. On a une autre chose dans les contrats qui est vraiment importante, c'est de décrire les instructions que l'on peut donner à l'influenceur sur le tournage pour éviter aussi les dérives. Par exemple, lui préciser de ne pas parler d'un concurrent parce que ça relève la comparaison de produits, la publicité comparative, très encadrée par le code de la consommation. Parfois, il y a des évidences qu'il faut rappeler dans le cas d'un éventuel contentieux pour se prémunir. Exactement. Et l'évidence qui me paraît essentielle, c'est d'inscrire dans le contrat qu'on peut retirer le post et surtout le vérifier au préalable avant la publication par la marque afin d'être sûr de maîtriser ce qui sera publié par ailleurs. Alors, on peut vérifier tous les posts ? On peut prévoir de vérifier tous les posts ? On peut, bien sûr. Parce que ça peut être assez contraignant, du coup. Évidemment, c'est assez contraignant, mais on remarque aujourd'hui dans la pratique que la plupart des marques le font et inscrivent dans les contrats qu'elles se donnent le droit de vérifier le post. Et il y a des va-et-vient avec les influenceurs pour corriger, parce que là, on parle ici diffamation et dénigrement, mais on peut avoir d'autres touches à faire qui sont purement marketing. Attention, on ne voit pas bien le produit, on ne voit pas bien l'étiquette. Attention, vous avez cité le prix, qui sont des choses, par exemple, que les marques ne veulent pas parfois faire apparaître en ligne et qu'elles veulent garder le monopole sur ces sujets. Donc oui. Et si jamais l'influenceur dépasse le cadre qui a été défini, quelles sont les actions qu'une entreprise, qu'une marque
peut entreprendre contre l'influenceur en question? Bien sûr, en amont, on a des réactions amiables qui peuvent être engagées. Donc la marque doit réagir rapidement. Elle peut par exemple répondre, elle a un droit de réponse sur ses propres réseaux. Elle peut aussi faire constater le post si vraiment il est litigieux par un huissier pour être sûr d'en garder la trace et éventuellement agir par la suite. Elle doit contacter l'influenceur pour tenter de faire supprimer, modifier le post, trouver une solution amiable avec ce dernier. Et ensuite, elle a des actions judiciaires qui sont ouvertes. Donc, on l'a dit, si ça relève de la diffamation, il y a une plainte qui peut être déposée. Si ça relève du dénigrement, on peut demander des dommages et intérêts et fonder une action civile sur le plan commercial. Et enfin, on peut aussi, s'il y a un manquement contractuel, parce qu'on avait bien bordé le contrat, alors on peut demander, pareil, des dommages et intérêts et même la résiliation du contrat et des prochaines collaborations en cours. Je voudrais juste dire que aujourd'hui, on a peu d'affaires de diffamation, de dénigrement, pour cause parce que les influenceurs ont besoin des marques et les marques ont besoin des influenceurs. C'est un schéma gagnant-gagnant et il est vrai que les marques et les influenceurs ont tout intérêt à collaborer dans la meilleure entente afin de continuer ce schéma lucratif. Alors, donc, pour finir, juste quelques bonnes pratiques à rappeler peut-être de quels sont les ingrédients d'une bonne collaboration. Les ingrédients, je dirais, sont encadrés contractuellement, au mieux, en amont, la relation commerciale avec l'influenceur, afin de maîtriser ce qu'il dira sur le produit, sur le service et aussi plus largement sur la marque dans le futur. Et ça aidera à se prémunir de toute critique dont on ne voudrait pas avoir. On va conclure là-dessus. Merci Sacha Bétage d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes collaboratrice senior au sein du cabinet Bird & Bird. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.